il y a une volonté de nouvelles normes, de nouvelles règles, qui ne soient plus les normes et règles occidentales. Il faut le dire, les peuples africains, si nous voulons survivre, il faut s'émanciper. Mesdames et messieurs, bonjour. J'ai le plaisir de présenter cette émission consacrée au 35e anniversaire du décès ou de l'assassinat du président burkinabé Thomas Sankara, une grande figure de la décolonisation de l'Afrique, de son pays d'abord, le Burkina Faso, mais de l'Afrique également, et une grande figure du panafricanisme. Nous avons choisi d'organiser cette petite conférence avec le docteur Ahmed Kateb, qui est chercheur algérien en relations internationales, et le docteur Karim Kombasre, qui est médecin, mais aussi militant politique et en particulier panafricaniste. Donc, dans le contexte actuellement du changement global que nous voyons dans le monde, en particulier depuis le début de l'opération spéciale russe en Ukraine, l'Afrique est en train de bouger, elle est en effervescence, elle est de plus en plus captée par ce désir fervent de recouvrir sa souveraineté et de donner les moyens de développement et d'épanouissement à ses enfants, notamment les générations futures. Donc, moi, la première question, elle est pour vous, Monsieur Kateb. Que pouvez-vous nous dire sur ce que a fait Monsieur Sankara et comment peut-on inscrire et redonner sens et vie à son œuvre dans le contexte global actuel? Bonjour, merci pour l'invitation. Je salue notre ami Karim Kambassere. La pensée de Sankara est essentielle aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a un changement de paradigme au niveau international. Il y a une volonté de nouvelles normes, de nouvelles règles qui ne soient plus les normes et règles occidentales. Nos aïeux, ceux qui ont initié l'idée panafricaine, et là, je pense essentiellement à Kwame Nkrumah, Ahmed Sékou Touré, je pense également à Patrice Lumumba, je pense aussi à Houari Boumediene en Algérie, je pense actuellement à Thomas Sankara. Nos aînés avaient pensé, avaient échafaudé un système de pensée justement qui aurait permis à l'Afrique de s'émanciper, au peuple africain de recouvrir non seulement leur indépendance politique, mais surtout leur indépendance économique et leur indépendance culturelle. Aujourd'hui, il est plus que nécessaire, il est primordial de revenir à ces fondamentaux. Et je pense que feu Thomas Sankara nous a légué une pensée très riche, une pensée visionnaire, parce que dès les années 85, il avait théorisé cette idée de s'émanciper de la dette, de ne plus subir le diktat du FMI, de la Banque mondiale, donc de ne pas recourir aux solutions du consensus de Washington et de prendre sa destinée entre les mains. Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe au niveau international et au niveau régional, bien sûr, on le voit au Mali, on le voit, hasard du calendrier, au Burkina lui-même, on le voit au Tchad, on le voit en République centrafricaine, on le voit au Niger. Donc, les populations africaines ont pris conscience de la nécessité de sortir d'un tête-à-tête qui n'est pas fatal, au fait, d'un tête-à-tête sahélo-français ou de ce tête-à-tête imposé par la France-Afrique pour les besoins de la France-Afrique, de ses propres intérêts et les intérêts des multinationales.
Merci, Monsieur Kateb. Donc, la deuxième question est pour vous, Monsieur Kombassarel. Monsieur Kateb a évoqué la question de l'émancipation, non seulement politique, mais aussi la question de l'émancipation économique et surtout culturelle. Nous pouvons dire que l'émancipation économique n'est que le corollaire de l'émancipation culturelle. S'il n'y a pas une décolonisation des esprits, l'Afrique n'a vraiment pas d'espoir d'être un continent souverain et indépendant. Pour vous, comment vous voyez la pensée de Sankara dans ce sens? Merci beaucoup pour votre invitation et merci, Monsieur Kateb, pour ce que vous venez de dire, comme si vous avez lu tous les documents sur Sankara, vous avez connu Sankara, bien sûr. Il faut dire que maintenant, ce que Sankara a dit est d'actualité, que ce soit maintenant ou après, ça sera toujours d'actualité. Il faut le dire, les peuples africains ont besoin de s'émanciper et ils doivent s'émanciper. Si nous voulons survivre sur cette planète Terre, il faut s'émanciper. S'émanciper a un coût et ce coût implique quand même des sacrifices. C'est pour ça, je dirais que Sankara avait dit aussi, tuer Sankara et des milliers de Sankara naîtront. Et actuellement, je peux dire que des millions de Sankara sont nés. Des gens qui ont connu Sankara, des gens qui sont nés peut-être à la période de Sankara ou qui sont nés après Sankara. L'émancipation culturelle, un peuple qui ne se reconnaît pas dans sa culture, c'est sûr que ce peuple-là va se perdre. Donc, que ce soit sur le plan social, le plan économique ou politique, il faut une base solide, il faut une base culturelle en quoi le peuple peut se reconnaître. Il ne faut pas troquer notre culture contre des besoins financiers parce que là, vous ne saurez pas où vous allez. Merci. Donc, Monsieur Kateb, j'aimerais bien rebondir sur l'idée que vous avez avancée et rappeler d'abord, parce que vous avez cité deux figures imminentes du panafricanisme, le président Houari Boumediene, le président de l'Algérie, et Thomas Sankara. Je rappelle que Houari Boumediene avait tenu le 10 avril 1974 un grand discours à l'ONU à l'occasion d'une assemblée provoquée par l'Algérie sur le nouvel ordre économique mondial, où il avait tracé l'idée que le tiers-monde, notamment l'Afrique, n'était pas présente lors de la constitution du processus de Bretton Woods et tracé les jalons d'un système économique plus juste et plus humain et qui ne soit pas concentré entre les mains des Occidentaux seulement. Le président Sankara avait tenu un discours similaire, qui est notamment sur la dette. C'était en juillet 1987, à l'occasion de la réunion de l'Organisation de l'Union africaine, et où il a parlé, comme vous l'avez dit, M. Karim, sur la question de l'émancipation de la dette et la question de la souveraineté sur la monnaie, parce que sans ça, il n'y aura pas de souveraineté. Ce qui est frappant dans les deux discours, c'est comme si on enlevait la date de la tenue de ces discours-là. On dirait que ces deux personnages parlent pour tout le monde aujourd'hui, parce que le monde entier est sous l'emprise de la dette et sous l'emprise du diktat de l'économie occidentale. Donc, de ce point de vue, Monsieur Kateb, comment ramener ce que ces deux personnages ont développé dans la situation actuelle, notamment avec la chance qui est donnée avec l'apparition d'un bloc nouveau qui est en train de mettre fin à l'ancien système? Ce qui est intéressant, c'est le parallèle qu'on peut faire, et je vous remercie, vous l'avez fait, entre les présidents Boumediene et Sankara. Tous les deux avaient plaidé pour un nouvel ordre économique international. Boumediene en 1974, Sankara en 1987. Il faut sortir justement du diktat, et il faut souligner le terme diktat
des institutions de Bretton Woods. Tout le monde l'a remarqué, l'a vécu, l'a étudié. Les solutions préconisées par le FMI et la Banque mondiale conduisent à la ruine des peuples et des nations, et non pas à leur bien-être. Ceux qui s'en sortent, en fin de compte, ce sont les multinationales, ce sont les grands groupes avec des intérêts oligopolitiques. Actuellement, avec ce monde nouveau qui est en train de s'échafauder, cette nouvelle partition, si on peut qualifier ça ainsi, qui se joue du côté du bloc eurasiatique, il faut que les Africains, à mon sens, puissent s'arrimer et rejoindre cette dynamique pour sortir du diktat du dollar, d'abord. Sortir du diktat du franc CFA et sortir du diktat de l'euro. Pourquoi? Parce que ces monnaies imposées au peuple africain ne permettent pas à ces peuples, à ces pays, de s'émanciper financièrement, de s'émanciper économiquement. Et les circuits financiers leur imposent justement cette tentative de mise sous cloche afin de laisser les économies africaines dépendantes des économies occidentales. Le pillage doit continuer. C'est ce qui est dit en filigrane, c'est ce qui est soutenu en filigrane. Le pillage des nations africaines doit continuer. Là, il faut également avoir à l'esprit une chose. On ne se départit pas d'une puissance qui fait dans le pillage pour tomber sous l'escarcelle d'une autre puissance. Il faut que les pays africains, grâce à l'Union africaine, grâce aux institutions panafricaines, puissent bâtir des économies régionales intégrées, leur permettant de se déconnecter des économies extérieures, non pas se déconnecter complètement, de raffermir davantage leurs liens régionaux. Là, je pense à la CEDEAO, là, je pense également à la SADC, je pense également à la communauté centrafricaine et pourquoi pas demain à l'Union du Maghreb. Il faut que ces ensembles fonctionnent en synergie, que leurs économies se complètent davantage, que les échanges commerciaux soient plus denses entre eux et qu'il y ait une interdépendance entre ces économies africaines au lieu qu'il y ait une dépendance tout court de ces économies, de ces pays, de ces nations par rapport au centre capitaliste mondial. Merci, Monsieur Keteb. Je crois que ce que vous venez de soulever est extrêmement important. La question est pour vous, Monsieur Combasseur, sans sortir de le franc CFA et sans sortir, c'est-à-dire le franc CFA qui est adossé à l'euro, sans sortir de cette monnaie, l'Afrique ou l'ensemble de la CEDEAO a-t-il une chance d'avoir une souveraineté? Je me demande souvent, est-ce que le franc CFA est réellement une monnaie? Parce qu'il faut commencer par là. Est-ce que c'est une monnaie? Si je vais aux États-Unis, est-ce que je peux payer quelque chose avec le franc CFA? Non, je ne crois pas. Si on reste dans ça, on n'aura pas de souveraineté. C'est simple. Il faut à un certain moment se mettre en retrait de ce franc CFA. Nous avons les moyens de le faire. Nous avons la matière première. Nous avons les ressources humaines qu'il faut. Nous avons tout ici. Qu'est-ce qu'on a à envier à ces gens-là? L'Occident? Non, moi je ne pense pas. Nous avons notre culture. Nous pouvons développer notre monnaie indépendamment de l'Occident. Pas forcément faire que chaque pays va développer sa monnaie parce que là, c'est aussi trouver les mécanismes de liaison, mais nous pouvons développer notre monnaie à l'interne, à l'intérieur de la CEDEAO, à l'intérieur d'une union
de l'Union africaine. Mhm. Nous avons une monnaie. Et je suis sûr que si on a une monnaie unique en Afrique, que ce soit en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, dans le Maghreb ou en Afrique en général, une seule monnaie, vous allez voir que le sens de la migration va changer. L'Occident viendra en Afrique et nous, on ne partira plus là-bas. Si on part, c'est juste pour aller voir qu'est-ce qu'ils deviennent. Et là, vous savez, Sankara l'a dit, il faut se départir de la dette. Il faut se départir de l'aide qui ne nous aide pas à nous développer. Et c'est toujours d'actualité. Si on veut se développer, il faut se départir de cela. Je reviens à vous, Monsieur Katib. Ce qui se passe depuis le début de l'opération russe en Ukraine, le fait que enfin, l'économie russe a été sanctionnée et en réponse, en contre-mesure, les autorités russes ont décidé de vendre leur pétrole, leur gaz, leurs matières premières en roubles et l'adossé ou l'adossé carrément aux matières premières qui sont vendues comme le pétrole et le gaz. Est-ce que, comme vient d'expliquer Monsieur Combasser, est-ce que ça ne donne pas justement une idée ou un avant-goût de ce que les Africains pourraient faire du moment qu'ils exportent les matières premières, ils exportent l'or, et le diamant. Est-ce qu'il ne serait pas possible justement de créer une nouvelle monnaie de telle façon à développer les pays africains en l'adossant soit à une ou plusieurs matières premières? D'abord, il faut avoir le courage, je pense. Les Russes se sont préparés depuis longtemps pour subir des sanctions. Donc, il y a une projection de la pensée et une projection dans l'action. Les Africains sont aujourd'hui à la croisée des chemins. Ou bien ils continuent à subir une aide qui les maintienne justement dans cette dépendance perpétuelle, ou qu'ils pensent réellement qu'ils ont les moyens, les ressources, les capacités et l'intelligence de se départir de cette aide qui ne les aide pas au fond. Parce que la véritable aide, comme avait dit Thomas Sankara, c'est de nous aider à se débarrasser justement de cette aide, de se prendre en charge directement et de prendre à bras-le-corps tous les problèmes que vivent les sociétés, les peuples et les nations africaines afin de faire le grand bond en avant. Pourquoi l'Afrique est restée en marge de la mondialisation? Parce qu'elle a été mise en situation de dépendance, une dépendance aux anciennes puissances coloniales et une dépendance ensuite aux États-Unis d'Amérique. Aujourd'hui, il y a des opportunités nouvelles nées de l'opération spéciale russe en Ukraine. Il y a la nouvelle route de la soie, il y a cette dynamique d'émancipation des nations ou des pays qui traditionnellement étaient taxés comme pro-occidentaux. On a vu avec la réunion de l'OPEP+, la décision de faire baisser la production de 2 millions de barils jour et a été une décision historique qui a été votée notamment par l'Arabie saoudite, que beaucoup pensent être alignée sur les États-Unis. On voit aujourd'hui que les pays s'émancipent justement d'une forme de tutelle qui était admise avec le temps. Aujourd'hui, les nations pensent à leurs intérêts et font leurs choix par rapport à leurs intérêts. Si on voit notamment le vote à l'Assemblée générale de l'ONU pour condamner la Russie, combien de pays africains s'est abstenu? Il y a une bonne partie de pays africains qui se sont abstenus et pas des moindres. Ce sont les ténors de l'Afrique. On le voit, on l'a vu récemment avec l'abstention du Gabon au Conseil de sécurité de l'ONU. Donc, les Africains ne s'alignent plus automatiquement
sur les desiderata de l'Occident. Il y a cette nouvelle dynamique, il y a cette nouvelle mentalité, il y a ce changement de paradigme qui s'opère et qui impacte justement les choix diplomatiques des Africains. C'est intéressant à suivre parce qu'il y aura de très nombreux enseignements à tirer et je pense que l'idée panafricaniste n'est pas très loin. Elle est dans l'antichambre de ces décisions historiques, entre guillemets, qui aident l'Afrique à s'émanciper. On est à la croisée des chemins. Massinissa, le grand roi Amazir, le grand Aglid Amazir, avait dit l'Afrique aux Africains. C'est notre credo aujourd'hui. Pour rebondir sur ce que M. Kateb vient de dire, M. Kombasser, vous avez évoqué tout à l'heure la question de la décolonisation des esprits en revenant aux origines culturelles, en s'assumant en tant qu'Africain. C'est-à-dire il faut qu'il y ait une espèce de liberté culturelle pour que le reste suive. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ça? Si vous allez en Chine, en Asie, il y a quand même un développement qui est harmonisé sur la culture. Quand vous prenez le Japon, comparé à d'autres pays africains, et ils étaient à peu près au même niveau de développement dans les années 1945. Quand vous prenez la Corée du Sud dans les années après la guerre, par rapport au Burkina Faso, par rapport au Sénégal ou à d'autres pays, et maintenant, ce n'est pas la même chose. Les gens ont opté de garder leur âme culturelle tout en allant au développement. Le développement n'est pas forcément changer la façon de manger, changer ses plats, changer ses habitudes. Non, il faut intégrer les outils du développement à sa culture, à sa vie. Nous avons une organisation en Afrique. Nous avons une manière de voir les choses qui n'est pas forcément... Nous avons des lois. Nous avons des lois sur l'égalité des gens, sur la société, comment ça fonctionne et tout ça, qui ne doit pas être monnayé avec des lois occidentales. C'est ce que je voulais dire. Et ce que je veux ajouter, c'est que actuellement, l'idée panafricaine, ce n'est pas forcément s'opposer à un pays occidental, à faire la guerre, non. Mais comme Kateb l'a dit, aux Nations Unies, ils se sont exprimés. Des gens se sont abstenus. Parce qu'ils savent que il y a un changement de paradigme. Un changement de paradigme par rapport aux années 2000 où on nous appliquait les passes, et le dictat du FMI, de la Banque mondiale et ainsi de suite. On vous dit, bon, si vous arrivez à l'ONU, levez la main, votez oui, sinon on vous retire de l'argent. Sinon, on ferme les frontières. C'est un exemple que je dis. Je pense que maintenant, on est sorti de ça. Et ça, les gens sont en train de revenir aux valeurs africaines. Aux valeurs africaines. J'assure que l'Afrique est plus fort que les autres continents. Si on applique ce que nos ancêtres nous ont appris, vous allez voir que même les États-Unis d'Amérique viendront demander de l'aide en Afrique. Nous avons tout, je vous assure, nous avons tout. Une dernière question, donc pour nous projeter un peu dans le futur et redonner sens et vie au message de Thomas Sankara et comme vous l'avez déjà évoqué de Houari Boumediene dans le contexte actuel. Donc, j'aimerais dire une chose, c'est que malgré l'aspect culturel qui est lié à chaque société, il y a certainement des principes universels qui régissent la dynamique du développement et dynamique de changement. Donc, moi, c'est par rapport à ça que je voudrais vous poser la question, M. Keteb. C'est donc à partir de ça,
Que faut-il faire justement pour entrer dans le 21e siècle à pied ferme dans une dynamique de développement, mais tout en ayant à l'œil de sauvegarder son patrimoine culturel. Donc, il faudrait peut-être décoloniser les esprits, décoloniser l'histoire. Il faut se penser autrement et ne pas subir justement ce que certains ont voulu confiner les Africains dans une sorte de bulle, dans une sorte de carcan. Et tout le monde se rappelle de fameux discours de Dakar du président français Nicolas Sarkozy. L'homme africain n'est pas encore entré dans l'histoire, alors que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Il fallait oser justement la déclaration de Sarkozy quand même, qui est un contresens historique absolu. Si on se départit de ce complexe d'infériorité par rapport aux autres, on pourra penser un développement autocentré. Parce que tout est lié, le politique, l'économique, le culturel, tout est lié en fin de compte, le sociétal. Si on arrive à nous penser en tant qu'individu et non pas en tant que tribu, en tant que clan, si on se pense également en tant que nation, si on élève le niveau pour voir l'Afrique en tant que continent, avec ses richesses, avec ses potentialités, avec sa position géostratégique, là, on peut raviver la flamme de nos aînés et faire revivre et perpétuer les messages que nous ont légués Sankara, Boumedienne, Nkrumah, Sékou Touré, etc. Réapprendre aux générations futures les combats de leurs aïeux et les luttes contre le colonialisme, parce que demain, la lutte sera pour l'acquisition de la technologie, pour la maîtrise du numérique, pour l'indépendance énergétique et justement pour une société développée, pour une société qui ne subisse pas l'ignorance, la mauvaise éducation ou la non-éducation, qui ne subissent pas la malnutrition, la famine. La pandémie du Covid-19 nous a montré que même les nations les plus développées se sont rendues compte qu'elles étaient égoïstes, qu'elles empêchaient les aides à arriver à bon port, qu'elles détournaient les vaccins, les masques, etc. Aujourd'hui, l'Afrique doit se nourrir, l'Afrique doit s'éduquer, l'Afrique doit se soigner. Il faut qu'il y ait également un environnement propice pour ça, que l'Afrique ne soit plus la poubelle du monde, la poubelle des puissances industrielles. Là, avec cette conscience qui nous a été léguée par Sankara, je pense que l'Afrique aura son décollage. Je vous remercie, Monsieur Kateb. Je rappelle juste pour l'anecdote que Monsieur Sarkozy, quand il avait tenu son discours en 2007, où il a dit que l'homme africain n'était pas rentré dans la civilisation, ce discours-là, il l'avait tenu à l'université Cheikh Anta Diop, qui est un savant nucléaire de renommée mondiale. Donc, pour l'ironie. Donc, le dernier mot est pour vous, Monsieur Karim. Donc, à partir de ce que Monsieur Kateb vient de développer, pour vous, une Afrique nucléaire, par exemple, développer l'énergie nucléaire, avoir de l'eau, faire du dessalement de l'eau de mer, développer les terres arables, et pourquoi pas une Afrique qui se lance dans l'industrie spatiale, qui lance des fusées, qui lance des satellites. Est-ce que porté par le legs de Thomas Sankara, vous pensez que ça est accessible à la jeunesse africaine? Je dirais que aujourd'hui, nos nations, selon la vision de Sankara, nous devons nous faire respecter. Nous devons nous faire respecter en tant que nation, en tant que peuple
Et même en tant qu'individu, nous devons nous faire respecter par nos collaborateurs, qu'ils soient internes ou externes à l'Afrique. Donc, en ce sens, je pense que la jeunesse a beaucoup à faire. La jeunesse a appris de nos prédécesseurs et nous pouvons arriver à développer tous les secteurs dont vous parlez. Je pense que ce soit le développement du nucléaire, nous avons l'uranium en Afrique. Nous avons le Niger à côté. Le Niger est juste à côté du Burkina. Ouais. Mais il faut aussi développer la technologie. Nous avons, L'uranium, ça fait oui, des millions d'années qu'il est en terre, je veux dire. voilà, c'est une question de vision. C'est une question de vision. Et c'est vrai que les chefs d'État, souvent, se sont laissés embourber par l'Occident, se sont laissés miroiter par les belles choses, les belles promesses. Mais vous allez voir que la majorité de ces chefs d'État, quand ils perdent le pouvoir, ils commencent à regretter pourquoi je n'ai pas fait ça, pourquoi je n'ai pas fait ça, je ne voyais pas, on m'a aveuglé. Mais tout ça, c'est le manque de vision. Nous devons nous mobiliser contre la dictature de l'Occident, que ce soit la dictature sur le plan économique, sur le plan culturel, je le disais tantôt, sur le plan de la connaissance. Vous savez, la connaissance est universelle. Et nous pouvons, par des relations de partenariat avec des pays amis, des pays qui ont déjà développé un certain nombre de systèmes, développer cela en Afrique. Vous savez, la Libye, en son temps, a envoyé des experts au niveau international pour apprendre la connaissance et venir développer au niveau national. La Libye de Muammar Kadhafi est où actuellement? Il ne fallait pas que la Libye continue, sinon la Libye va émanciper rapidement l'Afrique. Est-ce que vous voyez? Donc, il fallait trouver un moyen pour raccourcir ce développement. Et je pense que dans certains pays qui ont misé aussi sur l'éducation de la jeunesse, ils ont pu développer jusqu'à atteindre un niveau actuel. Je pense que nous avons les potentiels de développer nos industries, que ce soit les industries pharmaceutiques, médicales, nos industries alimentaires, toutes sortes d'industries, nous avons les capacités de le faire. Il suffit de la volonté, il suffit d'un engagement fort de nos autorités, de la jeunesse, pour donner la ligne de conduite à ceux qui nous gouvernent. Dire à ceux qui nous gouvernent, aujourd'hui, il faut dire à ceux qui nous gouvernent ouvertement, si vous déraillez, nous allons vous mettre hors d'état de nuit. Parce que nous avons une conviction, nous avons un objectif. Nous devons nous développer pour nous et pour ceux que nous allons léguer. Aujourd'hui, on parle de Thomas Sankara, de Kwame Nkrumah et tout ça. C'est des gens qui ont eu des visions. Il y a eu des présidents qui sont morts, qui sont décédés, excusez-moi, mais on ne se rappelle même plus de leur nom. Mais on se rappelle des gens comme Thomas Sankara, des gens comme Kwame Nkrumah, des gens comme dans beaucoup de pays qui ont eu de la vision. Ils n'ont pas laissé des milliards dans les comptes, mais ils ont eu de la vision. Et cette vision continue de nous soutenir. Nous pouvons conquérir l'espace. Nous pouvons conquérir l'espace. Nous avons les terres les plus riches, je peux le dire. Nous avons les terres les plus riches. Nous sommes le berceau de l'humanité. N'oubliez pas que on n'oublie pas d'où on vient. Hein. Nous sommes le berceau de l'humanité. Et je salue aussi, c'est vrai que mon cher ami Kateb est là, c'est pour vous dire que l'Algérie, par exemple, que je ne connais pas très beaucoup, mais l'Algérie a traversé des moments difficiles. À ce moment, les Algériens se sont affirmés. Ils ont chassé le colon. Même si le colon ne veut pas le dire, on les a chassés en plein midi. Ils sont rentrés chez eux. Donc, il faut à un certain moment qu'on accepte de s'affirmer, de rechercher notre souveraineté nationale et africaine. C'est en cela que nous allons pouvoir arriver à un développement harmonieux et en cela que j'interpelle la jeunesse d'être plus regardant sur la gouvernance locale et africaine. Merci.